La guerre contre les Blancs dans la publicité par Richard Hauck. Le marketing de masse des relations interraciales, en particulier entre femmes blanches et hommes noirs, est devenu si agressif que même les gens les moins observateurs ont commencé à le remarquer. En me promenant récemment dans un centre commercial, j'ai remarqué 3 grandes images publicitaires de couples dans 3 magasins différents. 2 sur 3 étaient des couples interraciaux, représentant une femme blanche et un homme noir. Le 3e couple était blanc. C'était étrange parce que dans la ville où je me trouvais, les blancs constituaient environ 97% de la population et les noirs moins de 2%. Je me suis demandé si le but de cette publicité, valorisant la diversité, était d'améliorer les ventes ou bien de conditionner le public en suggérant une image progressiste du couple homme noir-femme blanche. Sur la seule base des images véhiculées par notre culture, on pourrait croire que plus de la moitié des relations de couple sont interraciales. Si une personne ignorant tout des États-Unis ou de l'Europe voyait nos publicités à la télévision, dans les magazines, sur les panneaux d'affichage et les vitrines, elle pourrait supposer qu'il n'y a pratiquement aucun couple blanc classique. La combinaison femme blanche, homme noir est sans conteste le couple métis le plus couramment représenté dans la publicité. Pourquoi ? J'ai d'abord réfléchi à la probabilité que le ratio de 2 publicités interraciales sur 3 dans le centre commercial où je me trouvais était une simple coïncidence. Entre les hommes et les femmes, blancs, noirs, hispaniques, asiatiques et autres, il existe 25 combinaisons de couples possibles. Si la diversité dans la publicité visait vraiment à attirer le plus grand nombre de clients, montrer une telle proportion de femmes blanches avec des hommes noirs est une stratégie commerciale très étrange. Pour focaliser à ce point le message sur une combinaison particulière tout en ignorant les autres, il doit y avoir un autre objectif que la vente de marchandises. Il existe un corpus de recherche très intéressant sur les relations et les mariages interraciaux. Il n'est en aucun cas exhaustif, mais nous pouvons synthétiser les données disponibles pour former une vision précise de ces relations. En 2012, l'Institut Pew Research a mené une vaste étude sur les mariages interraciaux, qui fournit une quantité considérable de données. Depuis 1980, le pourcentage total de mariages interraciaux est passé de 3,2% à 8,4%. Parmi les nouveaux mariages, le taux est passé de 6,7% à 15,1%. En 2010, les mariages interraciaux les plus courants étaient blancs hispaniques, à proportion de 43,3%. Et les moins courants étaient les mariages blancs-noirs qui constituent 11,9% des mariages interraciaux. Bien sûr, toutes les relations interraciales ne sont pas des mariages, mais nous pouvons raisonnablement utiliser ces données sur le mariage pour extrapoler sur les relations de couple au sens large. En 2010, les blancs, en moyenne, étaient les moins susceptibles de se marier en dehors de leur race. Moins de 10% des Blancs contractent des mariages interraciaux, tandis que les Hispaniques, les Noirs et les Asiatiques sont 2 à 3 fois plus susceptibles de contracter de tels mariages. Une étude sur plus de 2 millions d'interactions sur des sites de rencontres en ligne révèle des différences notables de préférence selon les groupes raciaux. Les femmes blanches répondent le plus fréquemment aux hommes blancs et le moins fréquemment aux hommes noirs. À la lumière de ces données, il est d'autant plus étrange que la combinaison d'une femme blanche avec un homme noir soit si fréquente dans la publicité. Une étude de 2015 a examiné la situation des femmes ayant eu des enfants avec des hommes noirs, et les résultats sont stupéfiants. Actuellement, 70% des enfants noirs sont nés hors mariage, mais lorsque la mère est blanche et le père noir, le taux grimpe à 97%. 97% de ces mères ont déclaré que le père ne faisait pas partie de la vie de l'enfant. 98% des mères blanches étudiées ont déclaré que le père noir ne soutenait pas financièrement leurs enfants. Et 97% de ces femmes utilisaient l'aide sociale pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. La grande majorité des femmes blanches qui ont des enfants avec des hommes noirs vivent bien en dessous du seuil de pauvreté. Seulement 10% des femmes qui ont des enfants avec des hommes noirs hors mariage finissent par se marier. Dans une étude de 2013 sur les violences conjugales menée auprès d'environ 10 000 personnes, les auteurs ont émis l'hypothèse que les couples interraciaux connaissent des niveaux de violence plus élevés que les couples intraraciaux. Ils ont constaté que par rapport aux couples blancs, les couples noirs et les couples interraciaux connaissent des niveaux statistiquement plus élevés de violence conjugale.
Le Centre national pour la prévention et le contrôle des blessures estime que la violence conjugale coûte environ 4,1 milliards de dollars par an en soins médicaux et de santé mentale. Parmi les Blancs, en 1958, seulement 4% approuvaient les mariages interraciaux entre Blancs et Noirs. En 2007, 75% des Blancs ont déclaré approuver de telles unions. Par le passé et encore aujourd'hui, les Noirs et les Hispaniques expriment un taux d'approbation plus élevé pour les mariages interraciaux. Selon une étude de Pew Research de 2011, 40% des Blancs, 51% des Noirs et 48% des Hispaniques pensent que, si davantage de personnes racialement différentes se marient, c'est une évolution positive pour la société. 12% des Blancs, 8% des Noirs et 9% des Hispaniques disent que c'est négatif, et le reste des personnes interrogées ont déclaré que cela ne faisait pas de différence. Plus les gens interrogés étaient jeunes, plus ils avaient tendance à dire que l'augmentation des mariages interraciaux était une bonne chose. Les libéraux étaient plus enclins que les conservateurs à dire que les mariages interraciaux étaient bons, et les diplômés d'université étaient également plus susceptibles d'approuver cette notion. Pew Research 2010 a révélé que 69% des personnes interrogées ont déclaré qu'une femme célibataire qui a des enfants est une mauvaise chose. 43% disent que les couples non mariés qui élèvent des enfants sont une mauvaise chose. Mais seulement 14% disent que le mariage interracial est une mauvaise chose. Il y a quelque chose de paradoxal dans le fait d'être en faveur des relations interraciales tout en se lamentant des résultats logiques de ces relations. Les dernières découvertes de Pew Research et de Gallup indiquent que la majorité des citoyens américains approuvent les mariages et les relations interraciales. Bien qu'il s'agisse généralement d'enquêtes anonymes, une étude de scans cérébraux suggère qu'un biais de désirabilité sociale entre en jeu dans leurs réponses. Le biais de désirabilité sociale est la tendance qu'ont les participants à un sondage ou à une enquête à répondre aux questions socialement litigieuses d'une manière socialement acceptable, même lorsque les enquêtes sont anonymes. Une étude de 2017 dans le journal de psychologie sociale expérimentale a examiné l'activité de la partie du cerveau nommée insula lorsque les participants ont vu des images de couples interraciaux par rapport à des couples de même race. On a montré que l'activité de l'insula est liée aux émotions de dégoût ou d'aversion. Par conséquent, cette activité est considérée comme un marqueur fiable du dégoût et de l'aversion. L'étude a révélé une différence statistique significative dans l'activité de l'insula des participants selon qu'ils regardent des couples de même race ou des couples interraciaux. Malgré qu'une minorité seulement des participants déclare explicitement qu'ils n'approuvent pas les unions ou mariages interraciaux, une vue d'ensemble des électroencéphalogrammes raconte une autre histoire. Cette étude a également utilisé une tâche d'association implicite pour mesurer les temps de réponse des participants à la catégorisation des couples interraciaux et des couples de même race avec soit une silhouette d'humain, soit une silhouette d'animal. Les participants ont été placés dans deux conditions, l'une amorcée avec des images dégoûtantes, l'autre avec des images positives. Les chercheurs ont constaté que tous les participants présentaient un biais implicite les conduisant à faire correspondre des couples interraciaux avec des animaux, et le choix était plus rapide après un conditionnement par des images dégoûtantes, ce qui montre un biais implicite plus important contre les couples interraciaux. Il y avait à la fois une réaction neuronale de dégoût et une réaction implicite de dégoût envers les couples interraciaux. Nous savons maintenant que les Blancs sont les moins susceptibles de se marier en dehors de leur race. Nous savons que lorsque les femmes blanches se marient en dehors de leur race, elles sont plus susceptibles d'être maltraitées, de devenir mères célibataires et de vivre dans la pauvreté. Nous savons que malgré l'acceptation feinte, les Blancs manifestent une réponse de dégoût légitime aux relations interraciales. Nous savons également que malgré le bombardement de diversité dans les films, la télévision et dans les publicités, les couples de même race restent de loin les plus courants. Alors, quel est le but de cette propagande flagrante ? David Vinjamuri pose la question dans le magazine Forbes. Quel est l'avantage d'une plus grande variété de genres, d'origine ethnique et de présence sexuelle représentée dans les médias et la publicité ? Pour le dire simplement, nous sommes plus susceptibles de nous identifier à quelqu'un qui nous ressemble. Michel Castillo, pour CNBC, suggère que les Américains veulent encore plus de diversité dans les publicités et elle cite une enquête menée auprès de 2000 personnes où 66% déclarent que la diversité dans la publicité est un facteur à prendre en compte lors de l'achat d'un produit. Ce sont au mieux des excuses. Nous n'avons toujours pas répondu à la question de savoir pourquoi nous voyons l'union particulière des femmes blanches avec des hommes noirs maintes et maintes fois.
Je ne crois pas une seconde que la publicité interraciale, sous le prétexte de la diversité, concerne la vente de vêtements, de lessive ou de céréales. C'est de la propagande de bout en bout. Le but est de présenter une vision du monde déformée, d'humilier, de se moquer et de conditionner. Les hommes blancs sont la dernière force de résistance contre l'occupation d'une élite hostile. Ce n'est pas pour mieux vendre des marchandises que les femmes blanches sont exposées avec des hommes non blancs. C'est une tactique de guerre psychologique contre notre civilisation. Il est rare aujourd'hui que les hommes blancs soient représentés sous un jour favorable. Ils sont souvent obèses, maladroits, lents d'esprit et comptent sur les femmes et les non-blancs pour sauver la situation. Dans les films télévisés comme dans la publicité, il s'agit d'un stéréotype anti-blanc de plus en plus courant. L'acceptation croissante des relations interraciales au cours des 70 dernières années ne résulte de rien d'autre que d'un effort de propagande accru. Les résultats sont socialement et individuellement indésirables. Aucun bien ne résulte du fait d'encourager les femmes blanches à sortir ou se marier en dehors de leur race. Ce que nous observons est une attaque systématique contre l'identité blanche. Ce n'est qu'un des nombreux aspects de la guerre contre les Blancs qui est en train de devenir une normalité rampante en Occident. Les effets psychologiques de la publicité sont bien documentés. La publicité a la capacité de pousser les gens à choisir un produit de qualité inférieure simplement en manipulant le conditionnement affectif. Des études suggèrent que l'Américain moyen est exposé à près de 5000 publicités par jour. L'American Psychological Association a conclu qu'il existe un lien entre les publicités alimentaires malsaines et l'obésité infantile, et un lien entre les publicités sur le tabac et l'alcool et le tabagisme et la consommation d'alcool chez les mineurs. L'APA a constaté des effets si puissants qu'ils ont appelé à une réglementation stricte sur les publicités destinées aux enfants. L'exemple le plus récent et peut-être le plus agressif de propagande anti-blanche est venu de Netflix via une série de 3 publicités sur la société. La série des 3 publicités s'intitule « Le couple » et met en scène une femme blanche et un homme noir. La publicité Open Relationship de la série représente 2 couples, un couple interracial et un couple blanc, dans lequel l'homme blanc est dépeint comme petit, faible, peu sûr de lui, réactionnaire et fermé d'esprit. Sa copine blanche décide rapidement de le mettre de côté alors que l'homme noir vole littéralement sa petite amie devant lui en l'humiliant. Il s'agit d'une publicité avec l'intention présumée d'encourager davantage de personnes à s'abonner à Netflix. Il m'est apparu que cette publicité n'était pas le résultat de l'ethnomasochisme blanc, mais peut-être quelque chose de bien plus inquiétant. HLG Studios de Los Angeles était à l'origine de la production des 3 publicités. HLG a travaillé sur des campagnes publicitaires pour une myriade de marques nationales, allant des chaînes de restauration rapide aux banques, aux entreprises technologiques et aux détaillants de vêtements. HLG Studio a été fondé par Yuri Baranovsky, qui a lui-même réalisé les publicités de propagande anti-blanche de Netflix. Baranovsky est juif. Cette révélation a piqué ma curiosité et j'ai fait une recherche sur l'industrie de la publicité. J'ai rapidement constaté que l'industrie du marketing s'apparentait beaucoup à l'industrie des médias. Seules 4 entreprises géantes contrôlent la grande majorité de toutes les agences de publicité. Le groupe Omnicom de New York, WPP de Londres, Publicis de Paris et Interpublic de New York sont les principales sociétés en Occident. Le New York Times déclare que ces entreprises sont si puissantes qu'elles peuvent indirectement définir des programmes de télévision sur le réseau et affamer des magazines ou les aider à prospérer, en décidant comment et quand dépenser des dollars publicitaires. Chacune de ces entreprises possède des dizaines, voire des centaines d'agences plus petites. Omnicom a acheté à elle seule plus de 150 entreprises. Le PDG John Wren, d'origine irlandaise, dirige actuellement le groupe Omnicom. Omnicom a été fondé par Alan Rosenshine, Keith Reinhardt et John Bernbach, tous 3 juifs. Le PDG de longue date de Publicis a été Maurice Lévy, qui a cité son grand-père rabbin comme sa plus grande inspiration. Lévy a été honoré par la Ligue anti-diffamation et pour sa lutte contre l'antisémitisme et sa promotion énergique de la diversité. WPP de Londres a été fondé et est actuellement dirigé par Martin Sorrell, d'origine juive. Le PDG d'Interpublic Group, IPG, est Michael Isor Roth. Je n'ai trouvé aucune mention de son appartenance ethnique. Roth a cependant condamné l'idéologie suprémaciste blanche à Charlottesville et a estimé que l'événement était profondément dérangeant, comme il l'a écrit dans une note interne adressée à 50 000 employés d'IPG.
Il semble y avoir un nombre disproportionné de juifs et de personnes ayant des sympathies juives dans le monde de la publicité. Depuis les petites start-up jusqu'aux entreprises brassant des milliards de dollars, qui font toute la promotion de stéréotypes anti-blancs tout en louant la diversité et l'inclusion. Ces entreprises ne font pas la promotion de la diversité simplement pour cibler un plus large éventail de consommateurs. Elles encouragent l'accroissement de la maltraitance des femmes blanches. Elles favorisent l'émergence d'une génération d'enfants pauvres et orphelins qui dépendront de l'argent et des contribuables. Elles n'essaient pas seulement de vendre des produits, elles essaient de recréer une nation, notre nation, sans nous. Elles disent qu'elles ne veulent pas d'enfants blancs, elles disent aux hommes blancs qu'ils n'ont pas leur place dans la société. Nous devons riposter avec vigilance et énergie et exposer au grand jour cette série ininterrompue d'attaques contre nous. Chaque fois que je tombe sur une publicité qui promeut la diversité d'une manière absurde et qui promeut le métissage, j'essaie de la signaler à mes amis et ma famille. Je prends personnellement note des entreprises qui insistent sur la promotion du métissage et je ne dépense pas mon argent chez elles. Si elles veulent des consommateurs diversifiés, elles peuvent les avoir.